La vidéo, on est en ligne. Je fais dans le problème, c'est que personne n'est connecté. Ah, d'accord. Bon. On enregistre, mais apparemment, personne n'est connecté. Voilà. Bon, ben, bienvenue tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Le micro, je vois que le micro est relié directement à l'ordinateur, mais on n'a pas cette année, on n'a pas d'enceinte. Donc, bon, voilà, on a un micro, mais. Bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce magnifique lieu Périscope. Je crois que c'est le 15e festival, je crois, cette année. Donc, voilà, comme quoi ça se pérennise bien. Alors, cette année, donc, on a choisi une thématique par rapport à l'actualité, hein, guerre et paix, avec un petit clin d'œil à Tolstoï. Donc, ça nous renvoie, je dirais, à un débat, un grand débat classique, j'ai envie de dire, dans le mouvement psychanalytique. Et je pense que, sans me tromper, on peut associer ces deux notions à deux notions chères à Freud, la pulsion de vie et la pulsion de mort. Effectivement, je renverrai pour ce qui est de la guerre à la pulsion de mort et ce qui est de la paix, je renverrai ça à la pulsion de vie. Mais on pourra, pendant 2 jours, discuter effectivement des nuances, des articulations, de l'éventuelle dialectique complexe entre pulsion de vie et pulsion de mort chez l'être humain. Donc, on aura aussi l'occasion certainement de discuter aussi des effets, des conséquences de la guerre, parce qu'on a aussi beaucoup d'analystes qui ont travaillé notamment sur les névroses de guerre, etc., les conséquences psychologiques. Je pense aussi au stress post-traumatique. Donc, on aura aussi l'occasion de voir effectivement ce que ça peut aussi engendrer sur le long terme comme conséquences psychologiques. Donc, c'est une thématique qui reste bien évidemment complexe et qui reste passionnante, malgré le fait que ça reste bien évidemment une thématique lourde. Et ce matin, moi, j'ai pensé que la meilleure personne pour nous introduire dans cette complexité n'était autre que notre cher collègue Jean-Claude Elalou, à qui je vais bien sûr laisser la parole. Alors, Jean-Claude, je le connais depuis très longtemps, non seulement psychanalyste, mais j'ai connu aussi comme éditeur. Il a édité un des ouvrages. Donc, je suis très, très content ce matin de pouvoir lui laisser la parole. C'est à toi, Jean-Claude. Merci, tu m'as choisi parce que c'est parce que tu m'as choisi que j'ai perdu la voix cette nuit. Bon, excusez-moi, mais en refus, j'ai perdu la voix. Je vais essayer de faire au mieux sur cette affaire. Je n'étais pas à la guerre, sinon j'aurais écrit une lettre au président pour éviter la guerre. Donc, le titre que j'avais donné comme ça, un peu pour point, c'était « Sus à la guerre, salut à la paix ». Ça aurait pu être « Guerre à la guerre, sus à la guerre ». Et je pense une note qui est introductive, et je pense que on comprend pourquoi. Ce n'est pas du tout pour exploiter un événement d'aujourd'hui. Donc, petite note, trouvée dans le Figaro de vendredi, la famille de Lola demande d'arrêter d'utiliser le nom et l'image de leur enfant à des fins politiques. C'est par la sérénité, le respect et la dignité qui lui est due. C'est l'avocat de la famille qui rappelle ça. C'est un événement d'aujourd'hui, un événement qui incite à la guerre, qui incite à la violence de vengeance, et qui prend nécessairement parti en même temps qu'il y a un interdit qui est posé par la famille, interdit de parler, interdit de conclure. On demande à ce que le psychanalyste
se cacher. Et là, un mot que vous avez apprécié, la mort du domaine de la foi. C'est déclaré avec force Jacques Lacan en ouverture d'une leçon qui s'appelle ordinairement conférence, qui a été donnée. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir. J'aurais aimé avoir la force avec laquelle il a dit. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez? Est-ce que vous pourriez supporter cette histoire? Le comble du comble, c'est que vous n'en êtes pas sûr. Quand il dit d'abord du domaine de la foi, je ne passe pas, nous sommes mortels. C'est un peu le même accent anti-religieux. Dire que vous prétendez croire en Dieu, vous prétendez ne pas croire en Dieu, et de toute façon, le paradis pascal, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la mort à laquelle je crois. En effet, pour aller à la guerre, il ne faut pas penser à une vie. Il est recommandé de ne penser qu'à tuer. Tuer pour s'en sortir et en finir. Peut-être pour rentrer jouir de la paix. Ainsi va le monde, semble-t-il. Si tu veux la paix, prépare la guerre. En latin, cette formule qu'on connaît, si vis pacem, para bellum. La guerre, dit Clausewitz, n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens. Clausewitz était vous le connaissez, un général de l'armée prussienne. Je ne sais pas s'il était général ou autre chose, mais enfin, c'était à la fois politique et philosophe. Alors, tout ça, cette guerre, c'est une vieille histoire dans l'évolution des sociétés humaines. S'affronter, gagner la guerre pour faire la paix, inéluctablement, et sans être rassasié. Chercher ailleurs ce dont on manque par tout moyen, y compris par la médiation, qui a pour objet de canaliser la violence et de favoriser le partage, même provisoire et inégal. Ce faisant, le vainqueur abandonne une part de sécurité, car le vaincu vivant constitue toujours une menace. Et cela, nous en parlons sans citer ce type de phrase. Nous en parlons pour l'analyse au cours de la cure. Comment ce risque de la cure? Je dirais même que la cure, en elle-même, porte des ferments vulgaires. Et vulgaire, en soi, vulgaire avec son refoulement, son invention. Pour gagner, on ne sait pas encore, on ne sait pas. C'est une vieille histoire dans l'évolution des sociétés humaines. Je l'ai dit ça. Excusez-moi. Gagner la guerre pour faire la paix inéluctablement et sans en être rassasié. Chercher ailleurs ce dont on manque par tout moyen, y compris par la médiation, qui a pour objet de canaliser la violence et de favoriser le partage, même provisoire et inégal. Ce faisant, le vainqueur abandonne une part de sa sécurité, car le vaincu, toujours vivant, constitue toujours une menace. Initialement, dans une petite horde humaine, c'est la force musculaire plus grande qui décidait à qui quelque chose devait appartenir ou de qui la volonté devait être exécutée. C'est Freud qui écrit ça. Ainsi donc, à l'origine, la loi s'impose par la force du corps. Cette force est mue par une volonté qui s'applique à l'autre concernant un objet ou à l'autre comme objet. À l'autre comme objet qui peut être pris en esclavage, ce qui se passait couramment
à certaines époques, ou de lui confisquer tout objet de valeur, sinon toutes les valeurs initialement. C'est cela. Dans son échange épistolaire avec Einstein, Freud propose que le couple de droit, Recht en allemand, et violence, Gewalt, ont en effet une origine commune. Le droit s'est développé à partir de la violence. Le droit, c'est les droits dans une société. Il a fallu, en arriver par la violence, soumettre la population pour lui faire accepter par obligation ce qui va s'inscrire dans la loi par le droit. Dans son échange, donc, et effectivement, Freud et Einstein, si vous le savez, ont eu souvent des conversations épistolaires et ils se sont posés, surtout Einstein, se posait la question de la guerre, de là où il venait et de là où venait Freud, l'Allemagne, les deux, enfin l'Autriche contre l'Allemagne, il savait de quoi il pouvait parler en ce qui concernait la guerre. Vous savez aussi, Staline se faisait protecteur, c'est rassurant pour le bon peuple russe et le peuple soviétique, c'était rassurant. Le père, le maître d'école, ont droit à la violence pour éduquer les enfants. Et là, ça ne se fait plus. C'est même interdit. Qui aime bien châtie bien, vous connaissez ça. Le père de la nation, Dieu le Père, qui ne s'interpose pas pour faire cesser la violence, comme si l'humanité ne méritait que châtiment et culpabilité à l'infini. S'engager dans la mer des batailles afin d'interroger cet inconscient d'un temps par la parole, par les larmes et les silences, dans un inconscient pour partie protecteur, dont il est nécessaire de déceler les ruses paralysantes. Extraordinaire invention génétique, archétypale, que cette culpabilité avec son corollaire, la punition, l'autoflagellation, la souffrance. Que je prends à de ce qui m'est reproché à la... Bien sûr, en s'ignorant. Jean-Pierre Vernant rappelle que oidipus signifie aux pieds en fait. Il en déduit que ce nom, composé du verbe oida, veut dire bipède, ce qui renvoie à l'énigme résolue par Oedipe, posée par la Sphinx, qui pourtant ne réalise pas qu'il est lui-même sujet d'une énigme. Comme vous le savez, la Sphinx pose la question, il y a trois volets, et dans cette question, le but ultime, la réponse ultime, c'est il s'agit de l'homme. Qu'est-ce qui marche à quatre pattes dans le jeune âge? Le matin. Le matin, merci. Je me suis mal réveillé. Quatre pattes le matin, 3 à 2 à midi et à 3 le soir. Et le dit répond, c'est l'homme. Il a gagné, la Sphinx explose. Juste une parenthèse, ma fille, qui avait 7 ans, a résolu l'énigme. Je n'avais pas expliqué, mais juste, voilà. Ce n'est pas pour dire qu'elle est géniale, c'est pour dire que je m'amuse avec cette énigme qui semble tellement étrange. Mais enfin, ce qui est certain, c'est que tout ce qui est grec
et notamment tout ce qui est théâtre grec, joue avec les mots, joue avec les paroles, joue avec les situations, y compris avec les sonorités. Alors, oui, ben justement, ce que j'écris. De même, Jean-Pierre Vernant rappelle que dans les tragédies grecques, il est fréquent de jouer au double sens des mots, aux sonorités, aux ambiguïtés des mots et des phrases au sens caché. C'est ainsi que dans le mot teknon, qui veut dire l'enfant, se retrouve la sonorité du verbe kteno. Apollon avec prédit à Laios, si tu engendres un enfant, celui-ci te tuera. Donc vraiment, c'est une clarté absolue. Or, la ville de Thèbes, vous voyez comment est née la psychanalyse. Dans la clarté exceptionnelle, tout se réfère au grec. Or, la ville de Thèbes, on va être ravagée par une guerre civile s'ensuit. On découvre que Dipe en est la cause. Le fameux mage Tiresias vient raconter l'histoire de Dipe. Jocaste, de douleur, se suicide. Dipe, réalisant qu'il a passé décision, il maudit ses deux fils qui le séquestrent. Ceux-ci se partagent le pouvoir en décidant de l'exercer à tour de frère. Éthéocle commence et, à l'échéance, refuse de le céder à son frère. Celui-ci lève une armée pour prendre le pouvoir, je passe sur quelques détails, et il échoue. Et Éthéocle tient à conserver le pouvoir et à prolonger son assise. Donc, les deux frères, on arrive à se battre en duel et ils s'entretuent. Si la fin d'une lignée, déjà la fin d'une lignée mâle, de ce côté-là, des Laptacides, des Guadeloupes. Alors, Oedipe, s'appuyant sur sa fille Antigone, quitte Thèbes, il s'arrête en Attique où il finit ses jours. On dit qu'il est reçu par Thésée, lequel Thésée avait laissé tomber la brave Ariane qui lui avait passé la corde pour sortir du labyrinthe. Il a laissé tomber tout de suite après en être sorti. Donc Thésée est le roi de cette ville de l'Attique. La leçon de Dipe est non seulement ce qu'on utilise Freud, le meurtre du père, le rapt de la mère, mais encore la rivalité fraternelle jusqu'à la mort. Ce qui semble n'avoir pas intéressé Freud. Les sœurs, elles, évitent la guerre. C'est intéressant, cette histoire mondiale où les filles sont sympas, pas les garçons. Il y en a une qui est moins sympa que l'autre. Antigone accompagne son père. Sa sœur veut rester parce qu'elle veut à la fois enterrer son frère Polynice, celui qu'elle préfère des deux, et en même temps, elle est amoureuse du neveu, je crois, tout ça. Et elle finit en mourir parce qu'elle n'a pas voulu bouger. La leçon de Dipe est non seulement sur les discours, Freud, je répète, c'est-à-dire le meurtre du père, le rapt de la mère et la rivalité fraternelle jusqu'à la mort. Ce qui semble n'avoir pas du tout, cette rivalité entre frères n'a pas du tout intéressé Freud. En revanche, depuis quelques années, un disciple de Lacan s'est intéressé aux rivalités fraternelles. Il a écrit un KRL, vous savez qu'un
tue Abel, le premier meurtre de l'histoire, ce qui veut dire les gens, pourquoi pas, biblique. Moi, je préfère dire la métaphore. Les gens n'ont pas peur. Ce qui est important, c'est que nous émanons tous de cette racine, de ces racines culturelles, et, je dirais archéologiques, des enfants de cette histoire, que nous soyons juifs, chrétiens ou musulmans, il y a une filiation, y compris avec des choix différents. Alors, il en reste que toutes les générations humaines cultivent plutôt la guerre que la paix. La guerre est véritablement une habitude depuis que les chasseurs-cueilleurs se sont installés, ont délimité un territoire et ont été amenés à disputer le territoire de l'autre, plus faible qu'eux, ou en hériter inconsidérément. Là commence une rivalité et le sens de la guerre, oui, c'est un sens de la guerre, une propension à le faire. Il en reste que l'humanité serait-elle condamnée à inventer du progrès qui invariablement se détourne de ces bonnes spéculations pour induire des crises, des guerres, des rivalités agressives. Il se trouve que le progrès technique, technologique, après l'ère industrielle, je dirais même depuis l'époque de l'ère industrielle, se destine à apporter à l'ensemble des nations, à l'ensemble des peuples, un meilleur bonheur, une meilleure vie, et notamment une meilleure vie matérielle, le pouvoir d'achat aujourd'hui. Le pouvoir d'achat qui fait et surtout bien les mains et l'émotion. Alors, de la guerre émerge nécessairement du renouveau. Un concorde remettre de façon permanente en question. Gare à la guerre sur toutes celles, au-delà même de toute imagination, se mettre à l'épreuve, à dégrader ce détour. Vous entendez ce que cela veut dire. La physique moderne, ce que je disais tout à l'heure, technique, technologique, scientifique, ne conduit pas nécessairement au bonheur, ne conduit pas nécessairement à l'apaisement. Nous l'avons vécu au cours d'une période récente, et nous continuons à en être un peu joué. Le Covid, le coronavirus nous assaille avec ses mutations, et nous sommes en guerre, comme disait le président de la République. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, donc confinés. Nous sommes en guerre, entrés en confinement. Cachez-vous, parce que nous sommes en guerre et c'est pas grave de vous battre. Nous nous battons pour vous. Voici encore un des leurres de la violence sociale, de la violence du pouvoir. Lacan affirmait que la pulsion de mort s'était donc réfugiée dans la physique moderne. Einstein pose une question cruciale à Freud. Pourquoi nous indignons-nous contre la guerre? Pourquoi ne l'acceptons-nous pas comme tel autre, des nombreuses et cruelles nécessités de la vie? La guerre faisant partie des mauvais moments de la vie, il faut accepter. À quoi Freud répond? C'est aussi que dans sa configuration présente,
La guerre ne donne plus l'occasion de réaliser le vieil idéal héroïque, celui des chevaliers, par exemple, et qu'une guerre future, par suite du perfectionnement des moyens de destruction, signifierait l'extermination de l'un ou peut-être des deux adversaires. Comme vous le savez, aujourd'hui, on parle dans plusieurs points du globe de la guerre nucléaire. Là, ici, dans le musée, dans le musée, il prend de son côté, la Chine le fait aussi et différemment. Le monde moderne en a fini, d'après Walter Benjamin, avec ses dieux et ses incarnations. Ce qui le met dans une situation désespérée. Ni Dieu, ni réincarnation, c'est désespérant de n'avoir pas la mort. Et avec certitude. Il est en attente de libération, ce monde, ce qui devient possible pour lui, car ce temps de rupture est aussi un temps d'arrêt. Le religieux apparaît pour ce qu'il est, un pouvoir qui aliène. Freud rêvait du pouvoir de la raison, tel qu'il fait penser, de telle sorte qu'il fait penser au projet platonicien de la cité idéale. Cité idéale chez Platon, c'est effectivement magnifique démocratie pour la caste supérieure, quant aux autres, la plèbe des esclaves faisant tout et suivant les règles imposées par cette démocratie acquérie. Oui, un tel projet de cité idéale ne se peut sans la violence du roi. N'y a-t-il pas là un risque de se perdre la faculté de jouissance de ce qu'offre l'organisation du lien social? La question qu'ouvre la psychanalyse est peut-être que le savoir de cette perte peut permettre de donner sa place à la dimension du sacré. Un sacré, cette fois-ci, un sacré laïque. Faute de ce sacrifice par chacun, nous risquons alors collectivement de devoir sacrifier aux dieux obscurs. Ni guerre lavée, ni guerre larvée, ni paix des braves, ni guerre exportée, ni paix par soumission. Nul n'en ressort plus digne après, et n'y entre plus digne avant. J'en finis là. J'ai envie de vous dire quand même que je suis sûr que nous sommes tous contents, enfin moi, en tout cas, et je suis sûr que le président aussi fait partie de la théorie. Vous savez ce qu'en anglais, ape, c'est les humanoïdes, les singes. Alors, mes amis singes, je vous remercie de soyons plus sages que les singes.